Hello, j'espère que tu vas bien. T'as sûrement déjà dit et entendu cette phrase, j'ai pas le temps. Au-delà de simplement dire c'est faux, on a le temps qu'on décide de prendre, etc., j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi des lois de gestion du temps qui peuvent t'aider à comprendre ta propre gestion du temps et à l'améliorer. Dans cet épisode, je vais donc te présenter 10 lois de gestion du temps parmi les plus connues et elles sont pas listées de la plus connue à la moins connue, tu vas voir. Pendant tout l'épisode, je vais prendre chaque loi et te donner un exemple d'application concrète qui peut arriver dans le quotidien d'entrepreneur, et d'ailleurs peut-être que certains cas te concerneront. Et ensuite, je te donnerai le conseil principal à suivre pour appliquer chacune de ces lois. Sans transition, c'est parti pour la première loi, et il s'agit de la loi de Carlson, qui dit que si quelque chose est important, tu trouveras du temps pour le faire. Cette loi, elle parle d'elle-même, et par exemple, si tu gères une start-up, disons que l'une des tâches essentielles, c'est de développer des relations avec des investisseurs potentiels pour obtenir du financement pour ton projet. Ça peut sembler difficile, ça peut être hors de ta zone de confort, mais si tu considères ça comme crucial pour la croissance de ton entreprise, eh bien, tu trouveras le temps nécessaire pour organiser des réunions et établir ces connexions. Le conseil ici, il est simple, c'est reconnais et priorise toujours les actions cruciales pour l'atteinte de ton objectif, même si ces actions, elles te semblent exigeantes. La deuxième loi que je trouve intéressante, c'est la loi d'Illich, qui dit qu'il y a un seuil de tolérance au-delà duquel trop devient moins. Pour faire simple, cette loi elle équivaut à un principe bien connu, qui est de travailler moins pour travailler mieux. En fait, Illich, il indique qu'après avoir passé un certain nombre d'heures à travailler, notre productivité, elle décline de manière significative. Il parle même d'un seuil de productivité négative. Imaginons que tu gères une boutique en ligne et tu as une idée brillante, c'est d'ajouter de nouveaux produits, d'élargir ta gamme et de lancer une nouvelle campagne marketing, tout en continuant à gérer le service client. Et tu fais ça toute seule ou tout seul. Si tu ajoutes toutes ces tâches en même temps, tu risques de te sentir submergé, de ne pas pouvoir offrir le meilleur service à tes clients. Le conseil ici donc, il est très simple, c'est reconnaître tes limites et priorise les tâches les plus cruciales pour éviter d'être submergé. Tu vois, juste avant dans la loi de Carlson, je t'ai dit de prioriser toujours les actions cruciales pour l'atteinte de ton objectif. Et dans la loi d'Illich, tu priorises toujours ces actions cruciales, mais cette fois pour éviter d'être submergé tout en reconnaissant tes limites. C'est la même base de conseil, mais il y a une petite différence dans le pourquoi ce conseil s'applique. On arrive à la troisième loi de gestion du temps, qui est la loi de Newton, adaptée à l'activité entrepreneuriale. Cette loi, elle dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement. Donc cette loi, à la base, elle s'applique au domaine de la physique, mais appliquée à l'humain et à l'entrepreneuriat, elle peut se traduire par le fait que moins on en fait, moins on a envie d'en faire, et vice-versa, plus on agit, plus on a la motivation d'agir. Imaginons que tu lances une entreprise de développement d'applications mobiles, et les premières semaines, elles sont remplies de travail acharné pour développer le produit, et une fois que tu as réussi à le mettre sur le marché, l'élan, il est créé. Les utilisateurs, ils commencent à s'inscrire et tu constates que le travail initial que tu as investi, il porte ses fruits. Si tu n'avais pas fait tous ces efforts au début, souvent même sans rémunération, tu n'aurais pas les bénéfices que tu as aujourd'hui. Donc le conseil ici, c'est ne sous-estime pas l'importance de la persévérance initiale. Une fois que tu as lancé un projet, assure-toi de maintenir l'impulsion pour continuer à progresser et éviter de t'encrouter ou de stagner dans l'immobilisme. En gros, reste en mouvement. Cette loi, je trouve qu'elle se vérifie énormément au quotidien, surtout quand on est entrepreneur. Dès qu'on se lance dans un truc, qu'on se met à fond dedans, tout ça, c'est plus facile d'agir, on a toujours envie d'en faire plus, alors que dès qu'on commence à s'arrêter, tout d'un coup, on a moins envie d'en faire, on est moins dans le jus, on est moins dans l'action, et du coup, on a tendance parfois à laisser aller certaines choses qui seront pourtant importantes pour notre entreprise. Et ça m'amène à la quatrième loi que je trouve hyper intéressante et dont je me sers énormément, c'est la loi de Svoboda-Fliss-Telcher, qui dit que l'efficience passe par la prise en compte de ces rythmes biologiques, dit autrement biorhythmes. Cette loi elle a été théorisée par Hermann Svoboda, qui était psychologue et professeur à l'université de Vienne, Alfred Telcher, qui était un chercheur autrichien qui a travaillé en tant que professeur d'ingénierie mécanique à l'université d'Innsbruck, et Wilhelm Fliess, qui était un médecin allemand, patient et ami personnel de Sigmund Freud. Selon cette loi, les personnes ont des cycles biologiques de trois sortes. Il y a un cycle physique qui dure 23 jours, un cycle émotionnel qui dure 28 jours et un cycle intellectuel qui dure 33 jours. Ces cycles y seraient présents dès notre naissance
Et les 3 créateurs qui ont donné le nom à cette loi, ils affirment que ces 3 cycles ont une courbe ascendante et descendante. Au sommet de la courbe, la capacité physique, émotionnelle ou et intellectuelle, elle est à son apogée. Et au contraire, au niveau le plus bas, chaque capacité décroît. Et lorsque 2 de ces points ou plus coïncident à la même date, on parle même de jour critique. Imaginons, tu gères un business ou même plusieurs et tu as forcément beaucoup de travail, mais pas la même énergie en fonction des jours et des périodes. Disons pour cet exemple que tu es une femme, tu es plutôt du soir et tu as plus d'énergie au printemps et en été qu'en automne et en hiver. Et bien, tu vas pouvoir mettre les actions de feedback, d'analyse et de réflexion plutôt en fin d'année et tu vas réaliser les actions stratégiques, opérationnelles et créatives plutôt en début et en milieu d'année. Ça veut dire que tu vas devoir anticiper et prévoir tes contenus, préparer tes produits, tes stratégies de vente, etc. en amont pour qu'à la fin de l'année, tu puisses faire tourner tout ça de manière la plus automatisée possible, avec le moins d'opérationnel possible à faire pour pouvoir te concentrer sur ta période plus calme. De même, sur une journée, en fonction de ton rythme circadien, si tu es du soir comme dans l'exemple, tu vas probablement faire des actions créatives et opérationnelles le soir et privilégier le matin pour t'occuper de tes autres priorités comme par exemple ta santé, cuisiner de bons petits plats, faire du sport, etc. Bref, des actions qui ne te demanderont pas trop de jus intellectuel. Et sur le mois, pareil, on sait que le cycle hormonal, il agit aussi sur les émotions, qu'on soit un homme ou une femme. Dans l'exemple, je prends le cas d'une femme, donc si tu es une femme, la période où tu es en plein dans tes règles, tu vas pas prendre de décisions importantes, tu vas juste te contenter d'appliquer les stratégies décidées dans les périodes où tu étais plus productive intellectuellement et suivre le mouvement en ayant peut-être légèrement moins d'énergie qu'au milieu de ton cycle. Le conseil ici, c'est apprends à analyser ton rythme biologique, bien au-delà du simple fait d'être du matin ou du soir. Il faut prendre en compte ton cycle hormonal et émotionnel et aussi les périodes de l'année qui te donnent ou qui te demandent plus d'énergie. Et planifie tes activités et tes périodes de travail en fonction de ces différents niveaux d'énergie. D'ailleurs, on aborde le sujet dans le module 2 de ma formation Time Master. Le lien est en description si tu veux en savoir plus. La 5e loi de gestion du temps, elle me parle énormément. C'est la loi de Hofstadter qui dit « Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter ». Pour t'expliquer ça, je vais prendre un cas très simple. Tu es freelance et tu dois établir un devis pour un client. Dans ton devis, tu dois estimer le nombre d'heures que la prestation va te prendre. Mais en général, il te faudra plus de temps que ce que tu auras prévu pour terminer cette prestation. Pourquoi ? Parce qu'un imprévu arrive hyper fréquemment et que tu n'es pas à l'abri que une ou plusieurs choses aillent pas aussi bien qu'elles devraient. Par exemple, si tu fais de la création de site web, comme ça a été mon cas pendant quelques années, tu sais certainement, mais quand on fait un site sur WordPress, par exemple, on pense que créer une page, ça va nous prendre un certain laps de temps, mettons 2 heures, mais au final, il y a toujours un souci avec un plugin qui plante, ou un paramétrage qui a été mal fait, ou quelque chose à installer, ou quelque chose que le client n'a pas donné alors qu'il était censé le donner, etc. Bref, il y a toujours un truc qui va faire qu'au final, la page qui devait te prendre 2 heures à être créée va en prendre 3, voire même 4. Donc mon conseil ici, il est assez simple, prévois toujours 30% de temps supplémentaire minimum, voire même parfois jusqu'à 50%, surtout sur un devis si tu proposes de la prestat de service qui se tarifie à l'heure. Et propose également un forfait de modification et ajout supplémentaires en plus de ta prestat initiale. Mettons par exemple un forfait de 10 heures de modification et d'ajout supplémentaires. Et à chaque demande de ton client, tu évalueras la tâche demandée, toujours en ajoutant 30% de temps supplémentaire. Et une fois que tu auras réalisé la prestation, tu déduiras le nombre d'heures réelles travaillées sur ce forfait. Mais au moins, il y aura moins de risques de mauvaises surprises, que ce soit pour ton client ou pour toi, si tu ajoutes ces 30% de temps supplémentaire au temps que tu imagines prendre pour réaliser cette presta initialement. Et pour ton travail au quotidien, pareil, estime toujours une tâche avec au moins 30% de temps en plus. On arrive à la 6e loi de gestion du temps, qui me parle aussi pas mal, la loi de Laborie, dite la loi du moindre effort. Cette loi, elle dit que le cerveau humain tend vers la procrastination et la facilité. Alors cette loi, elle est fondée sur le comportement animal de l'humain et son instinct de survie. Selon Laborie, en fait, notre cerveau nous guide à fuir ou à lutter. Et on ne parle pas ici de paresse, on parle d'une étude approfondie des origines animales de nos comportements. En fait, on recherche le plaisir et on fuit ou on combat l'ennui ou la douleur. Le moindre effort, ici, ça se traduit par le fait qu'on a tendance à privilégier des actions qui nous procurent une satisfaction immédiate au détriment des actions parfois plus difficiles mais qui nous procurent une satisfaction à long terme.
Dans ce cas-là, supposons que tu gères une activité de consulting et tu as le choix entre faire la rédaction de rapports détaillés pour tes clients, ce qui te semble laborieux et un peu ennuyeux, ou rencontrer de nouveaux clients, ce qui te paraît beaucoup plus excitant. Le truc, c'est que ces rapports, ils sont essentiels pour maintenir la qualité de ton service et on sait que la fidélisation, elle coûte en moyenne 12 fois moins cher que l'acquisition de nouveaux clients. Donc c'est important de maintenir un bon customer care. Et bien l'idéal, c'est de commencer ta journée par la tâche la plus difficile, donc là en l'occurrence les rapports, et continuer avec la plus agréable, la rencontre de nouveaux clients. Le conseil ici, c'est donc de commencer par les tâches les plus difficiles ou les moins attrayantes pour combattre la procrastination. Et une fois qu'elles seront accomplies, tu ressentiras plus de satisfaction et ça te donnera encore plus de motivation. Et là, on retrouve un petit peu la loi de Newton dont on parlait précédemment, le fait de toujours rester en mouvement pour avoir envie de continuer à rester dans le mouvement. Finalement, tu vois, il y a plein de lois qui se croisent. Je trouve ça super intéressant de pouvoir combiner certaines lois comme ça. Et j'arrive à la 7e loi de gestion du temps, qui est la loi de Murphy, qui dit que tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Alors cette loi, elle est très connue, et même si elle paraît bien pessimiste, elle est importante à prendre en compte dans ta gestion du temps, sans pousser le pessimisme trop loin non plus, il faut pas abuser, quoi. Imaginons que tu prépares le lancement d'un nouveau produit. Tu as tout préparé minutieusement, mais pendant la journée de lancement, ton site web il tombe en panne en raison d'une surcharge de trafic. Et ça, tu l'avais pas vu venir. Sauf si tu as appliqué la loi de Murphy et que tu as prévu un plan B pour que tes clients ils puissent accéder quand même à ton produit ou au moins à une liste d'attente pour y accéder, comme par exemple la redirection automatique vers un bon de précommande sur un autre site, par exemple une plateforme de vente secondaire. Le conseil pour pallier à la loi de Murphy, il est très simple, c'est prévois des contingences, prévois en fait des problèmes et un plan B pour faire face aux imprévus. Et si possible, prévois une petite période tampon pour limiter les inconvénients pour toi et tes clients et pas te faire prendre au dépourvu à la dernière minute. Alors cette loi, faut pas en abuser non plus, faut pas avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Sinon, tu risques de te perdre en fait dans toutes ces possibilités, tu risques de perdre du temps à vouloir mettre en place plein de choses qui au final te seront pas forcément utiles, mais c'est toujours bien d'avoir un plan B pour pallier aux imprévus et pas te laisser avoir par une erreur ou un problème de dernière minute qui pourrait faire foirer tout ton travail. Et j'en arrive à la 8e loi de gestion du temps, qui n'est pas forcément une loi en soi, tu vas voir, tu vas reconnaître la chose. C'est la loi d'Eisenhower, qui préconise de classer tes tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc tu connais probablement la matrice d'Eisenhower, elle est largement utilisée, mais du coup je trouve qu'elle peut servir aussi de loi de gestion du temps. Et si tu l'as déjà vue ou utilisée, tu sais qu'elle compose. Et si tu as déjà vu ou utilisé cette matrice, tu sais qu'elle se compose d'un tableau avec 4 cases qui font appel à 4 classifications de tâches. Urgentes, non urgentes, importantes et non importantes. Et tout ça, ça se regroupe. Donc tu as des tâches urgentes et importantes non importantes, non urgentes et importantes, et non urgentes et non importantes. Voilà, ça fait un peu fouillis dit comme ça. Si tu as vu la matrice, tu sais de quoi je parle. Si jamais tu l'as jamais vue, je t'invite à taper ça sur Google. Tu tapes matrice d'Eisenhower et tu vas vite voir de quoi je parle. Ce sera peut-être beaucoup plus clair pour toi que juste de l'entendre comme ça dans un podcast. Pour ce cas, supposons que tu sois entrepreneur-entrepreneuse avec une liste de tâches interminable. Tu as certaines tâches qui sont urgentes, comme répondre par exemple au courriel de tes clients, et d'autres tâches qui sont importantes pour la croissance à long terme, comme par exemple développer de nouveaux produits. Le conseil ici, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser tes tâches et concentre-toi d'abord sur ce qui est à la fois urgent et important. On va un petit peu plus loin que ça avec la méthode AP7 que je t'enseigne dans ma formation Time Master. Je te laisse aller voir le lien en description si tu veux prioriser tes tâches de manière simple, efficace et complète. On arrive déjà à la 9e loi qui est très connue également, qui est la loi de Pareto, dit le principe des 80-20, qui dit que environ 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Cette loi, elle est aussi très connue et elle s'applique dans énormément de domaines. Imaginons que tu gères une boutique e-commerce et que tu remarques que 20% de tes produits génèrent 80% de tes ventes totales. Le conseil ici, il est très simple. Tu identifies les produits à fort impact ou les actions à fort impact et tu concentres tes efforts sur ces actions-là, sur ces produits-là. Ça te permettra de maximiser ton rendement avec le moins d'efforts possible. Ça fait appel à la loi de Laborie, la loi du moindre effort dont on a parlé précédemment, comme quoi tu vois, les lois de gestion du temps, elles peuvent vraiment se recouper entre elles. Je passe pas plus de temps sur la loi de Pareto parce que je pense que tu la connais déjà. On en parle énormément dans plein de domaines différents.
Elle est très très connue et honnêtement, elle a déjà fait ses preuves. Donc sans transition, je passe directement à la dernière loi de cet épisode, c'est la loi de Parkinson, qui dit que le travail s'étend toujours jusqu'à occuper tout le temps disponible à son achèvement. En gros, cette loi, elle est bien connue aussi, et elle stipule que plus tu vas allouer du temps à une tâche, et plus cette tâche va te prendre le temps alloué. Et vice-versa, si tu décides qu'une tâche te prendra 2 heures, elle en prendra 2, enfin au moins, si on applique la loi de Hofstadter du coup. Et si tu décides qu'elle t'en prendra qu'une heure, par exemple, alors ce sera plus ou moins le cas, toujours en fonction de la loi de Hofstadter. Pour rappel, la loi de Hofstadter, c'est celle qui dit qu'il y aura toujours des petits imprévus, qu'il faut toujours prévoir un peu de temps en plus. Mais du coup, pas trop. Parce que plus tu vas prévoir du temps, selon la loi de Parkinson, et plus tu vas mettre du temps à réaliser ta tâche. Donc là, supposons que tu veuilles proposer des formations en ligne et tu veux avancer sur ta première formation. Mais si tu te fixes pas de délai, elle peut ne jamais sortir ta formation, tu trouveras toujours autre chose à faire et notamment à cause de la loi de Laborie, toujours celle-là, celle du moindre effort qui fait que tu vas repousser la tâche difficile de créer ta formation, la tourner, l'éditer, la lancer, etc. Alors que si tu te mets un délai, mais pas trop loin dans le temps, tu as plus de chances de lancer ta formation. Parce que tu vas te dire, ok, d'ici telle date, donc par exemple, je ne sais pas, le 20 du mois qui arrive, je vais devoir avoir créé ma formation, créé le plan de lancement, etc. Je devrais commencer le pré-lancement, blablabla. Et donc, du coup, tu vas te mettre un petit peu de pression, tu vois, tu vas vouloir avancer sur les choses, tu vas vouloir terminer les choses en temps et en heure. Surtout si tu le dis publiquement, si tu annonces publiquement que tu vas sortir cette formation le 20 du mois, etc. Et donc là, forcément, ça va te pousser à agir. Tu vas commencer à être en mouvement. Avec la loi de Newton, tu vas rester en mouvement. Et avec la loi de Parkinson, tu termineras ton travail dans les temps impartis. Donc le conseil ici pour la loi de Parkinson, c'est de définir des délais serrés mais tenables pour chaque tâche pour que tu maintiennes la concentration et que tu évites de gaspiller ton temps. Et ça t'oblige également à être plus efficace. Comme tu as pu le voir dans cet épisode, il existe de nombreuses lois de gestion du temps. Il y en a certaines qui peuvent parfois se contredire, il y en a d'autres qui peuvent se combiner. Mais en fait, les connaître et les appliquer, ça peut t'aider à gagner pas mal de temps et surtout à être plus efficace et augmenter ta productivité. Non pas pour en faire toujours plus, mais pour avoir des résultats sans y laisser ta vie perso et ta santé au passage. Pour moi, appliquer les bonnes lois de gestion du temps au bon moment et à la bonne activité ou la bonne action, ça permet d'atteindre et de maintenir un équilibre sain entre le pro, le perso et le reste. Si tu me suis sur Instagram ou s'il y a un espace commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, dis-moi quelle loi de gestion du temps tu appliques le plus au quotidien. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre 5 étoiles et à le partager, ça m'aide énormément à développer le podcast et ça m'encourage aussi à continuer de créer ce type de contenu. On se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.